Vous dire que l'enseignement public de l'animation est peu souvent évoqué, y compris ici même au sein des RAF, me semble-t-il. Ce manque d'attention peut amener à penser que l'offre des établissements publics qui proposent des formations dans le domaine de l'animation est faible. D'aucuns pourraient même penser que le poids des tutelles empêche toute évolution alors que le secteur de l'animation est en pleine mutation. Véronique et moi-même pensons qu'il n'en est rien et les discussions que nous avons eues en préparation de cette table ronde ont conforté notre opinion à ce sujet. Je suis certain qu'il en sera de même pour vous à l'issue de cette présentation. J'ai le plaisir de vous présenter les deux personnes présentes à la tribune. Bernard Gabillon, enseignant à l'ESSAT, à ma droite, et un tout petit peu plus loin, Cédric Plessier, responsable des masters, maître de conférences à ATI Paris 8. Vous comprendrez qu'ils incarnent à eux deux phases de l'enseignement de l'animation pour différents étudiants à différents moments de leur cursus. Bernard, je vais d'abord te laisser la parole. Bonjour, je suis enseignant à Roubaix dans le DNMAD Animation, diplôme national des métiers d'art et design. Donc en fait c'est une nouvelle appellation qui existe depuis à peu près 3 ans dans l'enseignement du design et qui remplace notamment les classes de mise à niveau et les classes de BTS. C'est d'ailleurs en France les seules formations en design qui se sont transformées en DNMAD. Alors c'est simplement un nouveau modèle qui est basé sur une formation sur le mode de licence, donc 3 années post-bac, et qui sont accessibles par le mode de Parcoursup. Et donc, nous avons à l'ESSAT changé un modèle qui était basé sur le DMA, et qui était une formation en animation à l'issue des mises à niveau. Formation 2 ans qui est formation en animation principalement, décor, mais pas du tout en réalisation, même si à l'issue de 2 ans, nous avons eu à charge de faire le suivi de projets de films de fin d'études. Ces films de fin d'études, pour nous, sont restés toujours à l'état d'extrait, enfin je veux dire quelque chose qui est fini en fin d'année, présenté avec toute la conception, tout le storyboard, toute l'animatique, et qui est simplement quelque chose qui permet d'être produit éventuellement en dehors de l'école. Donc on n'a pas le souci des films de fin d'études, et ceci pour plusieurs raisons, parce que comme ces formations de DMA, maintenant de DNMAD, sont extrêmement polyvalentes par le programme qui est imposé, on ne peut pas se permettre effectivement de charger en production des étudiants. Dans la mesure où ils ont un travail sur des dossiers graphiques, donc de recherche d'écriture, et qu'ils ont un travail sur un mémoire cinématographique, enfin, je dirais, qui s'appuie sur le projet, mais qui est nourri de références. Donc, en raison de 3 gros dossiers à faire, on ne finit pas les films. Mais ça nous permet d'avoir une alternative qui est d'expérimenter beaucoup plus d'écriture. Donc, pour résumer, nous sommes nichés dans le Nord, depuis très longtemps aussi, puisque antérieurement, et ça fait pratiquement 40 ans, il y a toujours eu une formation en animation à Roubaix, à l'ESSAT. Nous avions un brevet de technicien. Ce brevet de technicien a donné effectivement des gens qui ont été formés et qui sont retrouvés à Folimage ou ailleurs sur des postes d'animation, puis qui sont devenus petit à petit assistants réalisateurs, etc. Donc c'était une formation très pointue sur l'animation. Les formations de DNMAD, les formations en alternance que nous avons maintenant, sont des formations aussi beaucoup plus spécialisées, mais surtout qui démultiplient effectivement tout un travail de recherche. Donc on a pensé à l'ESSAT effectivement qu'il n'y avait pas que le concret du studio dans lequel on s'acharne à travailler, mais il y a aussi un deuxième volet, c'est-à-dire il y a le travail au modèle, mais il y a le travail aussi pour chercher des nouveaux modèles. Pour faire simple, c'est simplement de dire
dans l'éducation nationale, même si on n'est pas encore en recherche, les DNMAD ont pour mission, effectivement, de donner un petit peu des outils à nos étudiants pour qu'ils aient effectivement un travail d'auteur, un travail d'écriture, en même temps qu'un travail de technicien. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'on est sur cette partie-là. Mais finalement, on s'aperçoit aussi qu'au bout de 3 ans, le travail n'est pas en immersion avec l'entreprise. Voilà pourquoi, avec ce thème qui a été abordé aujourd'hui sur cette session, on a imaginé effectivement d'ajouter au DMA et maintenant au DNMAD une année d'alternance. Pourquoi une année d'alternance? Parce que les studios sur le Nord ont été demandeurs, voyaient là aussi quelque chose qui permettait l'intégration, ou du moins l'arrimage d'un certain nombre d'auteurs, de techniciens, puisqu'on en parle. C'est toujours sur ces 2 volets-là. Ils ne sont pas pris pour la technique, ils ne sont pas pris forcément parce qu'ils sont auteurs, ils sont pris parce qu'ils vont enrichir peut-être dans les savoir-faire l'entreprise, et en même temps, ils vont s'enrichir des savoir-faire de l'entreprise. Donc il y a vraiment un double échange. Je pense que si on parle d'alternance, on doit parler de ça, c'est-à-dire c'est un circuit à double sens. On a quelque chose qui met, je dirais, l'étudiant dans un rapport, effectivement, il y a le côté pendulaire, donc ils font 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école, mais contrairement à l'enseignement qu'ils ont eu pendant 3 ans, ils vont chaque fois augmenter un petit peu leur savoir. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous faire le schéma du DNMAD, vous irez le voir sur le site. Je vais plutôt passer à la partie alternance. Juste un mot, on a aperçu sur la slide précédente une carte. Il y a plusieurs DNMAD. Alors, ce que tu m'as dit dans la préparation, c'est qu'il y avait un référentiel commun, mais une grande indépendance de chacun d'entre eux dans la pédagogie et dans ce qu'ils mettent réellement en œuvre. Oui, il y a 6 DNMAD, donc, dont 4 qui sont dans le public, d'autres qui sont conventionnés ou privés, enfin, dont un à Paris et un à Cahors. La différence entre nos DNMAD, c'est qu'on a la liberté effectivement pédagogique de s'orienter vers à la fois des supports qui peuvent être 2D, qui peuvent être 3D, qui peuvent être du stop motion. Donc on a des couleurs différentes. Et ces fameuses couleurs permettent aussi de s'adapter finalement en région, je dirais en local. Parce que là j'insiste sur une chose, c'est que même si il y a une capacité pour nos étudiants à s'adapter à beaucoup de milieux, malgré tout finalement on a un petit ciblage qui est de reconnaître un peu l'écosystème, notamment du Nord, et se dire on s'adapte, on travaille beaucoup avec des studios comme Tchak, Red Frog, Film du Nord, etc. Donc on a effectivement une capacité à regarder, enfin à échanger surtout avec nos partenaires et à faire un certain nombre d'allers-retours qui sont qui se placent aussi au niveau d'intervention. C'est-à-dire que les 10 studios qui comptent pour nous, par exemple pour l'alternance, sont des studios avec qui nous échangeons, nous faisons des conférences et on a effectivement un certain nombre de sessions. Donc ça, c'est très très important. C'est-à-dire que l'alternance ne peut pas être neutre. Je pense qu'elle est finalement engagée. Et il y a quelque chose qui permet aussi de pérenniser nos échanges. Alors, je fais une petite parenthèse. Le DNMAD, enfin tous les DNMAD, ont finalement aussi un privilège, c'est que nous n'avons que 15 étudiants. Donc on peut se permettre, il y a un peu plus d'agilité possible sur cette faculté effectivement à trouver des contacts, à les approfondir, et peut-être aussi, et c'est ça le cœur du sujet, c'est de se dire l'alternance permet d'augmenter je dirais les savoir-faire, mais surtout de partir sur quelque chose qui intéresse les studios, c'est-à-dire de voir effectivement la personnalité. Et là, c'est presque même au niveau humain, on a l'impression que c'est aussi important qu'au niveau technique, c'est-à-dire que si c'est fait pour durer, il faut que
je dirais, les relations soient établies pendant un an avec l'alternance, mais surtout qu'on retrouve au moment des jurys, au moment où on fait un bilan sur tout le travail, on ait effectivement quelque chose qui soit plus qu'un soutien. C'est-à-dire, on a l'impression aussi que c'est un peu déjà une invitation à venir travailler dans le studio. Donc ça, je reviens là-dessus, c'est un privilège parce que pour le moment, on est peu nombreux à le faire et nous pouvons le faire. Par contre, là encore, une parenthèse, par rapport au stage, on a plus de difficultés. C'est-à-dire que si, en alternance, on arrive à coller à peu près aux besoins des entreprises, au niveau des stages, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat qu'il y avait tout à l'heure, mais on a 6 ou 7 écoles de 3D, 2D dans le Nord qui se sont installées. Donc, vous voyez bien la difficulté qu'il y a à placer des gens en 2D alors que les autres écoles font des prépas en 2D. Donc, bon, c'est un problème, mais c'est un problème aussi parce que nous n'avons plus de mobilité. Nos étudiants sans moyens ont une difficulté aussi à, entre guillemets, partir dans d'autres échanges, chercher des stages. Donc, il y a une masse critique qui se situe dans le Nord, mais sans doute ailleurs, c'est-à-dire que pour les stages, nous n'arrivons pas à les placer. Par contre, en alternance, nous arrivons à le faire. J'ai eu un petit moment où j'ai dû régler un problème technique. Peut-être tu l'as dit, mais il est quand même bon de rappeler que cet enseignement est gratuit pour les... Oui. C'est quand même une des caractéristiques fortes de l'enseignement public. Voilà, c'est un atout, effectivement, qu'on a depuis le début. On est gratuit, mais c'est difficile de rentrer. C'est aussi un paradoxe. C'est un paradoxe même énorme. Si vous avez lu l'article du Monde du 23, vous verrez qu'il y a ce constat-là, c'est-à-dire que Parcoursup nous permet effectivement d'avoir accès à des excellents dossiers. Cette année, nous avions 1700 dossiers pour les SAT. Bon, on va dire on en retient 700 pour 15 places. Donc c'est une difficulté majeure, c'est-à-dire que c'est très élitiste et on ne le voudrait pas. Au moment du BT, on avait des profils d'étudiants qui étaient... qui sortaient simplement de brevets techniciens et ça pouvait suffire. Aujourd'hui, on a des gens qui ont seulement des mentions très bien et du top. Voilà, ils ont fait beaucoup d'études, mais enfin, du moins, ils ont fait beaucoup de travail pour obtenir ça. Mais de ce côté-là, on élimine des gens qui ont autant de talent. Timto en parlait, c'est-à-dire des gens qui ont du talent, mais qui ne peuvent plus accéder à nos formations parce que, tout simplement, ils n'ont pas les moyennes qui correspondent. Donc c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est même, je dirais, éthiquement, on peut se dire, comment on filtre ça? On fait des compromis, mais on n'y arrive pas. Alors, on a une question, justement, par rapport au complément de l'alternance, c'est-à-dire qu'on a besoin de se dire, peut-être qu'à un moment, il faudra rétablir, mais à petite dimension, l'équivalent des brevets techniciens pour avoir simplement des dessinateurs qui travaillent en studio, comme ça a été demandé dans le Nord récemment. Donc, je ne dis pas que c'est à l'étude, ça ne va pas être immédiat, mais je pense qu'il va falloir le faire. Autant on peut se dire qu'on a un besoin, même pour nous, de monter au-delà de l'alternance en allant dans des diplômes supérieurs d'art appliqué, autant on peut se dire la nécessité, c'est aussi de servir des cursus courts de gens qui sont simplement bacheliers. Donc ça aussi, c'est un autre débat qui peut-être viendra dans les années à venir, mais les écoles sont remarquables, les niveaux sont remarquables, mais certaines tâches peuvent être exécutées par des gens qui n'ont qu'une année de formation. Là aussi, c'est une autre chose qui nous intéresse parce que la réflexion sur l'alternance, c'est que c'est un format trapu et dans un format trapu, on peut aussi faire quelque chose de très efficace. Voilà, donc je vais pas m'allonger sur notre programme, mais je dis simplement comment ça se passe. Nous recevons en alternance 12 candidats qui vont travailler pendant une année donc, avec un studio partenaire. Le premier mois est un mois d'immersion et puis jusqu'au mois de mars, ils sont en alternance, c'est-à-dire une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et
à l'issue de cette alternance, ils ont 2 mois en immersion. Puis un passage, une validation orale de tout leur cursus. Et nous sommes maintenant en réflexion, parce que nous étions en formation complémentaire d'initiative locale, de faire des contrats qui permettront effectivement une certification de qualification professionnelle. Voilà, on devrait passer en CQP pour ce volet-là. Merci. Merci beaucoup. Peut-être tu seras amené à interagir avec Cédric. On va te passer la parole, Cédric, sur déjà présenter ta maison et ce que tu y fais. Oui, c'est plutôt une toute petite pièce dans une énorme maison, puisque moi je représente ici ATI Paris 8, qui est attaché à l'université Paris 8. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une université, notre université, donc, qui est basée à Saint-Denis, c'est 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts, dont 2 IUT, 4 écoles doctorales, des laboratoires de recherche, et nous représentons 100 étudiants. Donc on est minuscule dans une énorme structure. Alors ça, c'est d'ailleurs l'un des gros problèmes que l'on pourra évoquer, c'est que maintenir des formations aussi petites, aussi pointues au sein d'universités est extrêmement compliqué. Alors je vais faire un rapide historique, parce qu'en fait, ATI existe depuis 1984. Donc on est quand même une très vieille formation. Je crois qu'avec Supinfocom, à l'époque Supinfocom, on était vraiment parmi les anciens, et puis l'ENSAD aussi. Et en fait, on a été on a été créé par des pionniers de l'art numérique, puisque c'est des gens qui se sont posés la question de faire de l'art avec l'ordinateur dès 1970. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est en fait l'ADN même de notre formation, c'est que dans l'équipe qui a fondé ATI, on avait des artistes plasticiens, on avait une physicienne, on avait un mathématicien, on avait un artiste cinétique et philosophe, on avait quelqu'un qui venait du vidéo art. Donc on avait comme ça des profils extrêmement différents, certains qui étaient très techniques, d'autres très artistiques, mais ils avaient tous cette question de est-ce qu'on peut faire de l'art avec un ordinateur ? Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, ils sont rentrés dans une logique vraiment de double compétence artistique et technique, parce que déjà, il n'y avait pas les logiciels à leur disposition. Comme il n'y avait pas de logiciel, il fallait en créer. Et ça a été véritablement l'ADN de notre formation. Donc ATI, c'est vraiment ça. C'est donc une formation qui travaille sur la 3D, mais avec une forte composante artistique et technique. Les deux, alors technique, je parle de informatique. Pas de technique de dessin, je parle d'informatique, d'algorithme, enfin les trucs qui tâchent, quoi. Et en fait, là encore, nous faisons de la 3D, nous orientons pas forcément nos étudiants pour le film d'animation, mais nous travaillons aussi, nous orientons nos étudiants pour les jeux vidéo, la réalité virtuelle, les performances numériques et interactives, et aussi des aspects, on a des étudiants qui se mettent à travailler sur devenir chercheurs ou travailler sur des sujets complètement connexes, comme par exemple comment numériser les temples d'Angkor en 3D, ou aussi comment restituer une scène de crime en 3D. Donc des profils comme ça, un petit peu hors de notre scope, mais tous marqués par ce côté 3D, que ce soit précalculé temps réel, avec une composante et artistique et technique. Alors, je vais rapidement décrire un peu nos cours, parce qu'il a aussi une spécificité, c'est qu'il y a bien des cours 3D logiciels. La première année, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous prenons des étudiants qui viennent un tiers de profil artistique, un tiers de profil informatique, et un tiers qui viennent d'autres domaines. On a par exemple eu des philosophes, on a eu aussi des médecins, on a vraiment tous les domaines. Et on tient à cette pluralité de profils. Toute notre pédagogie et toute notre formation est basée sur l'échange. Par exemple, alors moi je suis informaticien, donc j'ai tout à fait le droit de me moquer des informaticiens. Les informaticiens, question choix couleur, esthétique, harmonie, c'est pas forcément ça. Par contre, quand il s'agit de comprendre à quoi sert une variable, ils sont plutôt bons. Les artistes, alors bon, je suis pas artiste, mais comme je me suis moqué des informaticiens, j'ai le droit de me moquer des artistes.
Alors, couleur, c'est très bon, mais dès qu'il y a une formule mathématique qui fait plus d'une ligne, généralement, il y a un arrêt cardiaque. Donc, ce qui se passe, c'est que tous nos cours sont suivis par les trois groupes. Alors, bien sûr, là, par exemple, le médecin, il était ni bon en esthétique, ni bon en algorithmie. Mais par contre, en anatomie, il nous battait tous. Et pour les arrêts cardiaques, ils pouvaient être précieux. Et donc, en fait, nos étudiants suivent tous les cours ensemble. Ça veut dire que, par exemple, là, il y a 4 semaines, j'aurais fait un cours de programmation de réseaux de neurones sur Maya. Les artistes avaient un peu de mal. Les techniciens, les programmeurs avaient moins mal, mais ils se sont entraidés. Et en fait, tous nos cours, les gens qui ont un point fort dans un domaine aident ceux qui sont moins compétents. Et en fait, ils n'arrêtent pas de dialoguer. Et donc, la licence 3, c'est justement cette création d'un langage commun. Donc, ils vont avoir des cours d'informatique, donc des cours d'algorithmie. Par exemple, ils ont eu de très bons cours de maths sur qu'est-ce qu'un quaternion, comment on fait une rotation. Et là, d'un coup, quand on va faire du rig ou on va faire bouger un personnage, c'est pas mal. On va aussi avoir des cours d'histoire de l'art parce que quand on a quand même un public, on a beaucoup de personnes qui viennent, on est basé à Saint-Denis et ça c'est vraiment important, on en reparlera après, donc des gens qui viennent des cités ou qui n'ont jamais vu de musée de leur vie, et à ATI, ils ont un cours, ils vont faire tous les musées de Paris. Et là encore, les artistes vont expliquer à un informaticien qui n'est jamais rentré dans un musée ou qui n'a peut-être même jamais vu un Picasso, expliquer, dialoguer, échanger, expliquer ce qui est du domaine du sensible, ce qui le touche, pourquoi ça le touche et tout ça. Et donc il y a comme ça cet échange pour créer un langage commun. Et en Master 1, ils vont rentrer vraiment dans des problématiques techniques plus lourdes, puisqu'on va faire de l'IA, on va faire de la gestion de foule. D'ailleurs, merci par exemple à Golem pour son soutien. On va avoir tout ce qui est VFX lourd, programmation Python, caractère TD, enfin voilà, tous ces métiers-là. Et aussi des cours de pipeline ou des pratiques émergentes, réalité virtuelle, temps réel et autres. Et le Master 2, et c'est là aussi qu'il y a une différence fondamentale, c'est que nous sommes une université. Donc les films de fin d'année, je dirais qu'on s'en fout, c'est pas tout à fait ça, mais nous, un Master, ça doit se terminer par un mémoire. Et là, on a des mémoires de recherche sur des thématiques particulières. Et ça, je vous informe qu'il peut y avoir des sujets pour les industries qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, on a eu un excellent mémoire sur l'impact du temps réel sur les chaînes de production, qui a été fait dès 2019. Donc voilà, des axes de recherche. On a eu aussi on peut avoir des mémoires sur des sujets comme ça, voilà, sur l'impact du temps réel. On a aussi des sujets qui peuvent être très techniques. On a eu, par exemple, il y a quelques années, un excellent mémoire sur comment faire un nuage en 3D. N'empêche, c'est quand même un petit problème rigolo, surtout quand on veut que le nuage, on puisse le manipuler, le mettre en forme comme on veut. C'est pas si simple que ça, et ainsi de suite. Alors, nos étudiants, comme je vous ai dit, ils sont pas tous, ils partent pas tous en animation VFX. On en a aussi une partie qui part en réalité virtuelle, une partie qui part en jeu vidéo. On a aussi des gens qui, comme moi, deviennent chercheurs. Donc voilà, des artistes numériques et autres. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on est en train d'assister de plus en plus à des étudiants qui se promènent dans les 3 domaines. Donc ils ont commencé en animation 3D, puis après ils font du jeu vidéo, puis après ils partent en réalité virtuelle, puis après ils se mettent à faire de la prévision de set, ils reviennent pour faire de la mock-up et ainsi de suite. Donc ça fait des profils vraiment intéressants. Donc là, je ne vais pas vous montrer un peu l'étendue des cours, mais vous voyez qu'il y a aussi bien des cours d'histoire de l'art que de la programmation C++, Python. Idem pour Master 1 et en Master 2, donc c'est des sujets de recherche et expérimentation avec des masterclass en fonction des besoins, et il y a surtout la possibilité d'être en contrat professionnel, en stage, des contrats professionnels et en alternance. Alors aussi, il y a une autre spécificité, c'est que nous sommes une université. Ça veut dire qu'il y a un laboratoire. Donc ça veut dire qu'il y a de la recherche. Et ce qui est très important d'un point de vue pédagogique, c'est que ce que nous recherchons, on en fait profiter les étudiants.
Donc il y a comme ça des va-et-vient permanents entre ce que nous faisons de notre côté et la formation en elle-même. Ce qui fait qu'on a par exemple, moi mon sujet de recherche c'est la prévision 7 et la création de doublures numériques. Et nos étudiants, ils apprennent à se servir d'un scanner 3D, ils apprennent à toutes ces problématiques-là qui sont en fait issues de papiers que j'ai écrits ou de problématiques que j'ai écrits. Ça veut dire aussi que nous avons des doctorants. Donc actuellement on a 34 doctorants. On a aussi des doctorats en convention CIFRE, donc, dont nous avons eu un brillant exemple, et après j'arrêterai de lui donner des compliments en présentant Sophia mardi, qui est typiquement l'exemple de contrat CIFRE avec une personne qui est à cheval entre une équipe de recherche universitaire et une entreprise, et qui permet comme ça d'avoir une approche assez... Non, très bien, voilà. Non, je ne voulais pas lui redonner un compliment. Donc voilà. Et donc c'est cet ensemble-là qui a fait qu'on s'est mis à former des TD sans réellement le vouloir. La mayonnaise a pris et je pense qu'on a un certain nombre de TD présents dans cette salle qui viennent d'ATI, et on voit qu'au RADI, il y a quand même beaucoup de fois des anciens d'ATI qui ont été nommés. Vous avez été cité souvent. Je voulais mettre le doigt sur une chose. Merci. Tu as évoqué votre localisation à Saint-Denis et ce que ça pouvait dire et entraîner. Alors, vous aussi, c'est un accès qui est gratuit, mais par contre, ce que tu disais dans les entretiens que nous avons eus avant les RAF, c'est qu'il y avait une grande mixité des profils sociaux, ethniques, etc., qui étaient favorisés par le mode de recrutement de l'université. C'est presque à contrario de ce que décrivait Bernard avec Parcoursup. Alors oui, et ça c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a une quantité de talents dans les banlieues qui est impressionnante. Moi je fais par exemple très souvent des interventions en lycée, en collège, pour dire vous avez le droit de rêver de faire ce métier, parce que beaucoup des gens des cités ne s'imaginent même pas le droit de aller jusqu'à l'université, c'est déjà un miracle. Donc une école privée, même si il y a des aides, bourses gratuites, ils ne l'envisagent pas. Ils ne l'envisagent vraiment pas. Il faut savoir que nous, on a par exemple 80% de nos étudiants qui sont boursiers. Donc c'est énorme. Et c'est vrai que c'est assez triste qu'il est très difficile de maintenir en université ce type de formation, parce que pour eux, parce que pour moi aussi, je fais partie de ce paquet, il n'y a que l'université que l'on peut envisager. Les écoles d'ingénieurs, c'est pas pour nous. Les beaux-arts, c'est pas pour nous. Là, je parle des formations publiques. L'ENSAD, même pas en rêve. Alors, les écoles privées, moi, quand j'étais jeune, je voulais déjà faire ce métier. Je connaissais que Supinfocom. Eh ben, j'avais tiré une croix sur la possibilité de faire ce métier. Et c'est par hasard que j'ai découvert une formation publique à l'université. Et là, quand on n'a pas le soutien de ses parents, quand on ne peut pas obtenir un prêt, quel qu'il soit, eh ben, on peut travailler un petit peu à côté et faire cette formation. Et là, c'est un vrai appel du cœur. Il faut vraiment soutenir les universités. Si on veut de la mixité dans nos milieux, il faut soutenir les universités. Et si vous venez à ATI, vous allez voir la France, quoi. Toute la France. Pour prolonger ce... Pour prolonger ce propos, l'un et l'autre, vous nous avez dit en préparation, ça reste un combat de maintenir nos formations. Je crois que tu as employé même un autre mot que j'ai plus en tête, Bernard, croisade, je crois. Donc ça veut dire quand même que même si on est dans l'offre de l'État, rien n'est acquis là. Non, parce que c'est pas que c'est remis en question en permanence, mais on n'est pas soutenu par les mêmes personnes pendant... il suffit, c'est un peu comme les gouvernements qui changent, les inspections changent, les chefs d'établissement changent, et à ce moment-là, même si on est un petit peu responsable de quelque chose, on va nous entendre sur les propositions, mais tout va être tranché au niveau des moyens, au niveau, effectivement, peut-être des tendances, et effectivement, on a quelque chose qui... bloque les initiatives de changer, par exemple. Alors, les catalogues de cours, on est libre, mais
On a perdu, par exemple, pour le DNMAD, il y a quelque temps, la possibilité de faire des jurys d'entrée, c'est-à-dire, en fait, on faisait des oraux pour au moins voir le portfolio de chaque étudiant, les rencontrer au moins un quart d'heure pour qu'on voit, y compris la personnalité, mais surtout le potentiel qu'on ne peut pas voir automatiquement dans un dossier sur Parcoursup. Donc, c'est là aussi que, n'ayant plus accès au dossier, on a abandonné certains profils qui, justement, n'étaient pas les bons élèves et qui, par ailleurs, avant, entraient parfaitement parce qu'on le choisissait, et là, on ne peut plus les choisir. Donc là, c'est une grosse difficulté, quoi. Enfin, c'est même un échec. Enfin, c'est un échec, c'est un gaspillage. Ceux qui sont là sont à leur place, évidemment, mais ceux qui pouvaient rentrer par cet intermédiaire de l'accès libre, gratuit, etc., ne se fait plus aussi facilement dans l'éducation nationale. Alors on pourra en parler pendant des heures. Je voudrais ajouter une dernière chose qui m'a frappé aussi, vous pouvez le commenter évidemment dans nos conversations, c'est que vous êtes attaché à ne pas opposer l'enseignement public à l'enseignement privé, à dire combien votre intégration au sein du RECA avait été profitable. Et donc je pense que nous là, qui sommes ici pour dresser un panorama des formations dans le domaine de l'animation et voir comment elles répondent aux besoins des entreprises, ce que l'on voulait avec Véronique signifier aussi, c'est la complémentarité de l'offre en France de la formation et la place prépondérante qu'avait dans ce panorama l'enseignement public. Alors là, moi, je vais évoquer ça. ATI, par exemple, il y a 4 ans, a failli sauter réellement. Et si on a été maintenu, c'est entre autres grâce au soutien de certaines écoles du RECA qui ont envoyé des lettres à notre présidence en disant mais attendez, si ATI saute, on va avoir des difficultés. Et aussi grâce au soutien des entreprises. Quand on dit que les formations publiques risquent sans arrêt de disparaître, là, nous, par exemple, ça c'est un cas d'école, et sans le RECA, sans le soutien des autres écoles privées, donc c'est pour ça, moi, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis des écoles privées. Moi, mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas assez d'écoles publiques. Le problème, il est là. Si l'État voulait mettre les moyens dans ces formations-là, il y a bien un marché, enfin là je parle, oui c'est vrai que comme on a une étiquette d'islamo-gauchiste, voilà, je me tiens de... Donc comme il y a un marché du travail avec des gens qui doivent être employés, eh ben, on pourrait en fournir plus à l'université, mais il n'y a pas. Et là encore, comme vous avez pu voir, nous sommes seulement 100 étudiants dans l'UFR dans lequel on est, c'est 4000. On se fait écraser à tout moment, et sans le soutien des écoles privées, on serait mort. Et par exemple, dans 3 ans, nous, on risque de sauter encore. Alors les probabilités sont assez faibles, mais c'est un risque. Et c'est pour ça, le privé est important, et il ne faut pas qu'il y ait sans arrêt cette guerre en disant public, c'est les gentils, privé, c'est le méchant. Ou l'inverse, public, vous êtes faussement gratuit parce qu'en fait c'est nos impôts qui y payent, mais en fait vous êtes très cher, et nous privés on est gentils parce que on joue carte sur table. C'est pas la question. La question c'est il y a un marché du travail, il y a des gens à former, il y a aussi des publics qui sont différents, et voilà, travaillons ensemble et marchons bien la main dans la main. Merci. Véronique, avons-nous le temps d'une ou deux questions ? Moira Marguin de Brassard. Donc comme moi-même, je suis diplômée des Arts Déco. J'ai étudié aux Arts Déco il y a 30 ans. Là, je vois les Arts Déco ne viennent pas au RAF. D'accord ? Donc ça, c'est déjà quelque chose moi, qui me reste en travers, parce que c'est une école publique et qui a une filière en animation et qui est, en tout cas, je pense, reconnue. Et j'aimerais bien qu'elle participe au RAF. Donc ça, c'est premier commentaire. Ensuite... quand j'ai fait les Arts Déco, il y avait 100 étudiants par promo. Le nombre d'étudiants par promo n'a toujours pas changé. Et pourtant, on voit bien, là on a parlé de 9000 personnes aujourd'hui qui travaillent dans le secteur du cinéma d'animation. Là, j'entends Bernard qui parle de 15 étudiants par promo. Je sais que dans toutes les écoles publiques, que ce soit la Fémis, Louis Lumière, toutes ces écoles n'ont pas augmenté leurs effectifs. Donc, une question se pose.
c'est justement la diversité, c'est-à-dire, ok, les écoles sont gratuites, mais effectivement, pour pouvoir réussir un concours, ça veut dire, avant le bac, de commencer à prendre plein de cours de dessin, souvent payants, puisque des cours de dessin avant le bac, c'est payant, quoi, en tout cas. Donc là aussi, je pense que la diversité, on la perd, et on est effectivement dans un système totalement élitiste. Alors, l'université, ça reste un petit peu une bulle de ce côté-là, mais c'est un parcours du combattant pour être étudiant à l'université. Moi-même, j'ai des enfants qui sont étudiants à l'université, et je peux vous dire qu'il faut se battre. Hein. Donc, voilà. Merci pour ce témoignage. Moi, j'avais juste un petit apport, dire Fontenier. que pour l'aspect concret des formations aussi à Paris 8, si on retrouve Blender dans beaucoup de studios à l'heure actuelle, ça a été en fait prôné, les premières formations en fait, c'est Blender, et on doit ça aussi à l'université. Donc voilà, c'est juste pour le signaler. Ton intervention ayant été courte, on peut laisser à monsieur qui avait le micro. Oui, je vais rapidement, être très, s'il vous très plaît. rapide, juste pour glisser qu'entre le public et le privé, il y a le semi-privé qui, là, nos étudiants, ils payent 1 000 € l'année. C'est 1 000 € toujours, mais c'est quand même 8 fois moins cher que les écoles privées. On a une sélection de classes de 16, donc ça ne fait que 32 classes de plus, mais c'est toujours ça. Et pour des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du privé, qui bossent à McDo le week-end, mais qui font leurs études, et en plus dans des beaux quartiers et dans des conditions quand même assez royales. Pouvez-vous nous rappeler qui vous êtes et quel est votre... Simon Janot pour l'Institut Sainte-Geneviève. D'accord. Merci. Malheureusement, ce débat pourrait se poursuivre et l'intérêt que nous portons au secteur public de l'enseignement de l'animation ne s'arrête pas à ce moment-là. On y reviendra peut-être. Merci à vous deux. Merci à vous qui étiez dans la salle. Merci.